Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille les deux Pierre Salinas et Pierre Chouvet. Salut. Salut à tous. Hello. Bienvenue, 3 thèmes comme toujours au programme de cet épisode. Le premier, Reto Berra, il est en difficulté actuellement. Est-ce inquiétant pour Fribourg-Gotteron ? Le deuxième concernera Andrej Bikov, ou plutôt son contrat, la prolongation de son contrat qui traîne. Pourquoi traîne-t-elle pareillement ? Et la réforme du hockey suisse avec cette augmentation prévue du nombre d'étrangers de 4 à 7. On essaiera de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Fribourg-Gotteron. On commence par le premier thème. En décembre, Berra était une montagne infranchissable. Aujourd'hui, c'est une colline glissante qui fait le bonheur, non pas des skieurs, mais des adversaires de Gotteron. Est-ce que vous êtes surpris par ce changement de visage de Berra, Pierre ? Surpris, non, quand même pas, parce que j'ai épluché un peu les statistiques, et puis Berra, c'est quand même le gardien qui a le plus joué en National League, donc il a fait 30 matchs. Donc à un moment donné, on pouvait quand même penser qu'il allait connaître un petit coup de mou. Donc voilà, ça tombe durant le mois où Gotteron a eu le plus de matchs. Donc voilà, franchement, je ne suis pas plus surpris que ça. Après, ça n'enlève rien quand même à l'importance de Berra pour cette équipe de Gotteron, je pense. Est-ce qu'il était au-dessus de sa valeur ? Il surperformait en décembre, Pierre ? Non, je pense qu'il était, il était à son niveau en décembre. Là, il est clairement en dessous de son niveau. Je pense aussi à l'accumulation des matchs fait que voilà, Reto Berra a peut-être un coup de mou. Je trouve un petit peu sur plusieurs buts qu'il a encaissés ces derniers temps. On voit un peu des fois, là, il est plus aussi compact sur ses appuis comme il peut l'être d'habitude. Alors, je ne suis pas entraîneur des gardiens, mais c'est peut-être un signe qui montre que, comme une certaine fatigue, je crois que la saison passée, en tout cas, il traîne depuis la saison passée un petit souci, sauf erreur à la hanche. Est-ce que ça lui joue des tours ? C'est aussi possible. Et puis après, il faut dire que Berra joue beaucoup aussi parce que Fribourg a peut-être le ou l'un des meilleurs gardiens de la Ligue, mais ils n'ont pas forcément le meilleur duo de gardiens, ce qui pouvait être le cas la saison passée avec Ludovic Weber. Donc c'est peut-être aussi une des raisons du léger passage à vide de Reto Berra. La fatigue, donc. La fatigue, mais la fatigue mentale aussi, je pense que ça se voit aussi un peu dans le langage du corps de Berra. On sait que c'est quelqu'un de très, très caractériel, je dirais. Il a un gros caractère, et puis on voit quand même assez souvent qu'il laisse parler sa frustration, je dirais. Ça, c'est pas forcément un très bon message pour sa défense, mais voilà, il a besoin d'extérioriser, et puis on voit qu'il est plus aussi concentré qu'avant. Je vous ai pas entendu parler de la défense ou des joueurs de Gotteron. Je pense que Berra ne peut pas tout lui imputer non plus. C'est aussi l'équipe qui joue un peu moins bien ces temps. Ouais, j'allais y venir aussi. C'est vrai que tout le système défensif est plus fragile que ce qu'il a été en décembre. Si on prend juste l'exemple aussi d'un Gunderson, je trouve souvent quand même en retard ces derniers temps. Il y a eu des joueurs qui sont partis dans son dos. Il a été un peu plus discipliné à ce niveau-là. Il y a aussi un peu une part de malchance quand même. Ce matin, je me suis refait un peu les buts encaissés par Berra en janvier. Il y a eu 2-3 autogols. Ouais, on s'occupe comme un peu quand on est à la télétravail. Ouais. Non, c'était bien. Ça permet un petit peu de se rappeler ce qui s'est passé. Mais oui, il y a eu 2-3 autogols. Il y a des fois contre Zurich aussi, une fois le patin de Chavaya qui remet le puck devant Hollenstein. Il y a plusieurs raisons apparentes, mais oui, Gotteron encaisse beaucoup trop. Ils ont de la peine à trouver l'équilibre, mais en même temps, ils gagnent quand même plus de matchs qu'ils en perdent dernièrement. C'est peut-être ça quand même la bonne nouvelle, c'est que Gotteron trouve un chemin pour l'emporter, même en encaissant 5 ou 6 buts, ce qui serait jamais arrivé la saison passée, ou rarement arrivé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais Pierre, tu as utilisé le mot compact pour qualifier un peu le style de Reto Berra, mais c'est tout le système défensif en fait qui est beaucoup moins compact. Donc c'est Samuel Walzer qui nous le disait assez récemment. Entre les lignes arrière et puis les lignes offensives, il y a une trop grande distance, donc l'équipe tout entière est moins compacte.
Il y a un aspect ou un mot que vous avez prononcé avant en disant mentalement, il est peut-être un peu usé. Est-ce que mentalement aussi, la défense de Gauthieron ne se dit pas depuis un moment, on a Berra derrière, on est tranquille, dans le sens on lui laisse beaucoup de tirs, de temps en temps on fait une erreur, il la rattrape derrière, et puis quand le gardien est un petit peu moins en forme, ce qui est le cas actuellement, tout de suite on voit davantage de buts encaissés par Gauthieron. C'est un peu un défaut d'avoir un gardien trop bon derrière. Je pense que c'est logique ce que tu dis. Fribourg laisse beaucoup tirer, donc forcément si Reto Berra a un coup de moins bien, ça se répercute directement sur le nombre de buts encaissés. À mon avis, Gauthieron ne doit pas forcément s'inquiéter, il peut continuer à miser autant sur Reto Berra, mais tout en sachant qu'il peut avoir des passages à vide. Ça montre qu'il peut être humain. Tu parlais de montagne infranchissable. Bravo pour le jeu de mots d'ailleurs. Ça n'a jamais été fait, je crois. Je me suis dit j'y vais cette fois. Mais il va vite se remettre sur le bon chemin. D'ailleurs, Lugano, statistiquement, il fait un bon match. Après, c'est vrai que les 2 buts qu'il encaisse... surtout le deuxième, je pense. Il est un peu court. Même le premier, sur ce tir de Tim Head qui semble arrêtable. Mais pourquoi pas le laisser souffler un peu Connor Hughes, la dernière fois qu'il a joué, a très bien joué. Je crois qu'il avait fait le blanchissage, ou c'était le match d'avant. Enfin, il a montré qu'il pouvait tenir un match, et puis ça permettrait peut-être aussi de responsabiliser un tout petit peu le reste de l'équipe. On dit toujours, quand on met le deuxième gardien, on doit faire un peu plus attention, sans faire exprès, on fait plus attention, on va l'aider parce qu'il a moins de minutes dans les jambes. C'est ce que j'allais dire. Peut-être ça va permettre justement aux défenseurs d'être un peu plus responsables. Pourquoi pas après... Franchement, on ne va pas commencer à comparer Berra et puis Connor Hughes. Connor Hughes, ok, il a peut-être prouvé qu'il pouvait donner des coups de main de temps à autre, mais je trouve surtout dans sa capacité à gérer les rebonds, il est quand même beaucoup moins fort. À bloquer les pucks, surtout. Non, c'était pas une comparaison, c'était plutôt... on parlait de fatigue, c'était de dire, comme ça, il souffle un petit peu, puisqu'il a souvent 3 matchs par semaine. Effectivement, moi je pense qu'on pourrait peut-être le mettre un peu plus souvent. C'est ce qui avait été fait quand même ces dernières semaines, et puis je pense que ça risque d'arriver qu'on retrouve Connor Hughes devant la cage. D'ailleurs, ça serait, comme tu le dis, je pense que je partage ton avis, c'est une bonne idée de faire souffler Berra, et d'une part alors on va pas parler d'électrochoc, mais de un petit peu sensibiliser la défense. Après, il y a le choix des matchs aussi. Je pense pas que tu vas mettre Connor Hughes contre les meilleures équipes. Ouais, il y a Berne mardi, c'est une équipe de bas de classement. C'est vrai. Non, mais dans mon souvenir, Connor Hughes a quand même joué contre Langnau, contre Rapperswil. Donc c'est quand même pas des foudres de guerre de National League, même si c'est quand même des bonnes équipes, on est d'accord. Après, cette problématique du gardien, elle déteint aussi sur l'équipe. Et est-ce que Gauthieron, alors c'est un peu le schéma des derniers matchs qui me fait dire ça, mais contre Davos, c'est une équipe très offensive qui encaisse beaucoup. Contre Lugano, c'est plus prudent, mais ils n'arrivent pas à marquer. Est-ce que cette équipe a la capacité et l'équilibre nécessaire pour... dire on va aider notre gardien, mais en même temps on va continuer à gagner des matchs en étant performant offensivement? Après, c'est comme toute équipe, je pense, dans une saison, il y a quand même des hauts et des bas. Franchement, on ne connaît pas encore la réelle valeur de Fribourg-Gotteron dans cette saison. On sait que c'est quand même une équipe du top 6 en tout cas. Pour l'instant, elle est dans le top 3. Est-ce qu'elle va pouvoir le rester? Franchement, je dirais que c'est maintenant qu'on va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, parce que c'est maintenant qu'elle est un peu plus dans le dur. Donc on va voir qui va pouvoir peut-être tirer cette équipe vers le haut. On voit que Berra, c'est peut-être pas forcément lui, donc il y en a d'autres qui devront prendre leurs responsabilités. En tout cas, Gauthieron devra trouver un autre moyen. On passe à notre deuxième thème, Andrei Bikov et sa prolongation de contrat. Il y a beaucoup de questions quand même autour de cette situation. Donc on rappelle que Gauthieron a déjà prolongé les contrats de Schmid, c'était en tout début de saison. Il a prolongé les contrats de Marchand et Gunderson récemment. Il a annoncé l'arrivée de Diaz, mais rien concernant Andrei Bikov. Est-ce que c'est un problème, ce silence? Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Pierre Chauvet? S'inquiéter, c'est un grand mot. Mais est-ce que ça te surprend alors déjà qu'il n'y ait pas de nouvelles autour de Bikov? Alors oui et non. Oui, parce que y a quand même une vague de prolongation, et puis il reste 2 places en attaque, une pour un attaquant étranger et une pour un attaquant suisse. Non, parce que voilà, Andrei Bikov, ça reste à l'heure actuelle un des gros salaires de l'équipe. On sait que Gauthieron
où Christian Dubé dit devoir économiser 1 million sur la masse salariale par rapport à cette saison, par rapport à la saison en cours. Donc, c'est le million qu'il a reçu en plus qui repart en arrière finalement à cause de la crise. Donc, pour engager Rafael Diaz, ça demande encore d'économiser ailleurs. Donc, c'est logique finalement que ce soit le transfert, le salaire, un des salaires les plus importants qui soit directement touché. Après, je trouve que Christian Dubé commence un petit peu à jouer à un jeu dangereux d'attente, parce que là, en l'occurrence, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu d'offre pour Andrei Bikov. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que voilà, il doit revoir un peu ses prétentions à la baisse. Lui-même semble d'accord pour revoir ses prétentions à la baisse. En même temps, il n'y a rien qui bouge. C'est plus ça qui m'inquiète et qui me surprend. C'est que malgré le fait que tout le monde a l'air d'accord, tout le monde va aller dans la même direction, Christian Dubé ne bouge pas. Petit jeu, alors Pierre Salinas, on te file le costume de directeur sportif de Gauthieron. Est-ce que tu fais une offre à Andrei Bikov? Est-ce que tu aurais déjà fait une offre à Andrei Bikov? Après, moi je ne suis pas dans la tête de Christian Dubé. Non, mais dans le oui. costume. Non, effectivement. Il a des beaux costumes d'ailleurs. Ouais, mais je suis un peu plus grand que lui. Oui, alors oui, bien sûr, j'aurais offert un contrat à Andrei Bikov, parce que je trouve qu'il ne fait pas une mauvaise saison, loin de là. Il lui manque quelques points, mais je trouve qu'il est toujours aussi actif et précieux. Et surtout, franchement, Andrei Bikov, c'est Fribourg-Gotteron, c'est un peu comme Julien Sprunger. On l'a déjà dit et répété. Je pense qu'aucun supporter fribourgeois, ou même aucun fribourgeois, ne voit Andrei Bikov jouer ailleurs qu'à Fribourg. Donc, est-ce que Christian Dubé tire cette ficelle pour dire « Ah ben voilà, je pense que Bikov, il va jamais partir, donc je vais en profiter pour économiser », comme Pierre Chauvel a dit. Peut-être, mais effectivement, c'est un jeu un petit peu dangereux. Mais s'il économise, ce dont tout le monde est conscient actuellement, comme tu le disais, Pierre, il doit économiser. Bikov est conscient qu'il faut faire un effort, mais ça n'empêche pas de faire une offre. Ouais, exactement. C'est ce que je disais avant. Après, c'est une question de respect aussi. On sait que l'argent, c'est aussi une question de respect pour les sportifs. Ouais. Est-ce qu'Andrei Bikov estime que peut-être Gauthieron lui manque de respect, ou j'en sais rien? C'est ce qui pourrait gentiment arriver, mais tant qu'il n'y a pas d'offre, en fait, on ne peut pas dire qu'il manque de respect. Ouais. Mais en faisant traîner, c'est aussi un manque de respect. Donc, à un moment donné, il faut quand même se lancer et puis dire, voilà ce qu'on pense que tu vaux, ce que tu mérites, ce qu'on est prêt à te donner. Et puis après, il y a un commencement de discussion. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'eau dans le gaz entre Dubé et Bikov. Est-ce qu'il doute un peu, parce qu'on connaît aussi le joueur, on sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Cette année, tu disais, Pedro, ben voilà, il joue beaucoup, il a quand même des rôles importants, il est précieux, il joue au centre, il joue à l'aile, il joue en box-play, il a souvent, Dubé le félicite après les matchs, il ne félicite pas toujours chaque joueur, mais ça revient assez régulièrement, je suis content, il s'est bien adapté, il a bien joué. Pourquoi il n'y a rien là? Bon, la relation de Christian Dubé et Andrei Bikov, alors elle est cordiale, mais c'est pas non plus l'amour fou entre les deux. Je pense aussi, pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à 2016-2017, c'est-à-dire la dernière prolongation de contrat d'Andrei Bikov. Déjà là, les choses avaient un peu duré. Et d'après ce que je sais, c'est même d'après ce que nous on sait, ce que plusieurs personnes savent, c'est que il y avait quand même eu une volonté des dirigeants de Fribourg-Gotteron de continuer avec Andrei Bikov. Alors je pense que peut-être Christian Dubé lui aurait quand même proposé un contrat, mais il y avait eu quand même des pressions venant d'en haut. Et puis cette fois, Christian Dubé s'est dit on va pas forcément, je vais pas me laisser faire. Alors on lui a pas mis un couteau sous la gorge pour prolonger Andrei Bikov, loin de là. Mais à mon avis, il veut aussi un peu d'indépendance dans cette décision. Et il se sait en position de force, c'est surtout ça. Andrei Bikov n'est plus un joueur capable de mettre 63 points comme il avait fait lors de sa meilleure saison. Bon, là, c'est le cas extrême. Andrei Bikov veut rester à Fribourg-Gotteron. Il l'a dit plusieurs fois. Il y a la crise qui lui permet aussi de sortir l'argument de la baisse de salaire. Donc, le voir patienter à ce point est surprenant, mais finalement qu'il y ait quand même que ça se décompte pas si vite que ça, c'est à moitié surprenant, je dirais. Ouais, pour résumer, on peut dire, je crois que Bikov c'est plus une priorité, et c'est peut-être une sorte de tournant un petit peu dans l'histoire récente de Gotteron, c'est que finalement un de ces joueurs emblématiques pourrait peut-être partir
Et Gauthieron s'en porterait a priori pas plus mal. Mais la loyauté de Bikoff, peut-être que lui joue un peu un tour. Lui, il a toujours dit qu'il voulait rester, il aime ce club. Je crois que ça, on ne peut pas lui enlever. Alors que si il avait une seule fois laissé entendre qu'il allait regarder des offres à gauche, à droite, peut-être le fait qu'Andrei Bikoff ne joue pas avec peut-être ça aurait accéléré les là, choses. peut-être aussi. C'est vrai. Il est peut-être trop Mais vous parliez de jeu dangereux au début. Est-ce que Bikoff ne devrait pas commencer à regarder un peu ailleurs, même si c'est une partie un peu poker, mais dire voilà, peut-être est-ce qu'il y a des clubs qui s'intéressent à moi. Après, c'est qui pour le remplacer si Gauthieron traîne ou le veut pas? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Bikoff, qu'il est un peu moins, qu'il est pas assez tranchant dans le but. Enfin, les reproches qu'on peut lui faire depuis un moment d'ailleurs dans sa carrière, depuis 2013, il est plutôt en train de descendre un peu, en tout cas d'avoir moins de poids offensif, mais il a gagné dans plein d'autres domaines. Et je répète encore une fois, pour moi, cette saison, c'est un joueur précieux parce qu'on le voit souvent dépanner en première ligne, dépanner à l'aile à tel endroit et tout ça. Donc si Gauthieron n'a pas Bikoff, il a qui à la place? Je suis d'accord avec toi, François. Je sais pas, peut-être que Christian Dubé a une petite idée derrière la tête, mais pour lui, apparemment, Bikoff n'est plus une priorité. Il n'y a plus grand monde d'intéressant sur le marché. C'est pour ça que, à mon avis, Christian Dubé aurait tout intérêt à gentiment se mettre à discuter avec Andrei Bikoff, parce que si j'étais à sa place, moi je regarderais ailleurs. Enfin, il y a quand même... moi j'y vois quand même un peu un manque de respect par rapport au service rendu par ce joueur, par rapport à ce qu'il représente dans ce club. Ce silence complet, alors s'il disait on est en négociation, on est en train de regarder, ça serait différent, mais là visiblement il n'y a pas de discussion. Peut-être qu'elles ont commencé ces derniers jours, mais aux dernières nouvelles il n'y avait rien. Ça m'inciterait vraiment à aller voir ailleurs, en tout cas à tâter le terrain. Pour conclure ce thème, je vous pose quand même la question, mais à vous entendre, je peux deviner la réponse. Est-ce que vous pensez que Bikoff sera toujours fribourgeois la saison prochaine? Personnellement, oui, je pense. Je pense aussi, ouais, ça va quand même. Ça a souvent été comme ça avec Bikoff. Ça a un peu traîné, puis au final, il a toujours prolongé. Je vous rejoins, alors on est tous d'accord, et puis on pourra reparler de Bikoff un peu plus tard, quand il aura prolongé son contrat, et la saison prochaine, quand on aura continué notre podcast. Et s'il part, vous l'imagineriez sous quel maillot? Je pense pas qu'il voudra partir très loin du canton de Fribourg. Donc je l'imagine peut-être à Bienne, peut-être à Langnau. Je l'imaginerais bien à Bienne d'ailleurs. Ouais. Ouais. Marrant que tu dises ça. Bienne a eu le don et d'ailleurs la capacité à relancer un peu des... Ouais, à Berne, ils doivent un peu rajeunir leur effectif. Alors, il est plus très jeune, il est quand même plus jeune que certains, donc s'il ne veut pas aller trop loin. Non, mais Ou Lugano. Ouais. Bienne aussi un bon jeu, ça patine bien, jeu en mouvement, donc ça pourrait peut-être correspondre quand même à Bikoff qui patine quand même encore assez bien. Non? Ouais, peut-être, on verra bien. C'est difficile de l'imaginer sous un autre maillot, c'est vrai. Mais bon, des fois, il y a des surprises, on verra tout ça. On arrive à notre dernier thème, et non des moindres, cette fameuse réforme du hockey suisse. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis la fin de la semaine dernière, c'est officiel. En tout cas, une partie de cette réforme, elle concerne le nombre d'étrangers. On a longtemps parlé de 10 joueurs étrangers dans les équipes à partir de la saison prochaine ou suivante. Finalement, donc c'est 7 étrangers dès 2022-2023. Ainsi en ont décidé les 12 actionnaires de National League, qui sont donc les 12 clubs. On va s'intéresser à la situation de Gauthieron par rapport à ça, ou peut-être de manière générale. Est-ce que vous êtes content de cette annonce ou pas, Pedro? A priori, non. Je pense que beaucoup de gens, notamment les joueurs, l'ont dit. Je ne comprends pas trop quelle est l'idée là derrière, si ce n'est que ça va affaiblir quand même les joueurs suisses, donc l'équipe nationale à plus long terme. Donc pour moi, ce n'est pas une très bonne réforme. Ça pourrait devenir une réforme intéressante si le nombre de clubs augmente de 12 à 14. Donc là, avec 2 clubs supplémentaires National League, il y aurait des places de travail aussi supplémentaires. Donc je peux imaginer que c'est l'idée qu'il y a là derrière aussi. Donc, Mais comme je crois que c'est Grégory Beau qui le disait dans Cold Facts, j'avais pas du tout lu ce point du règlement, mais visiblement si ça passe à 14 équipes, on passerait à 9 joueurs étrangers par équipe.
Donc au final, il n'y aurait pas de grande différence. Mais j'ai été surpris en entendant ça, je n'avais pas du tout vu. Donc. En tout cas, on peut penser que ça peut affaiblir quand même l'équipe de Suisse dans le futur, à l'avenir. Alors, c'est ma position d'animateur de ce podcast, mais je vais me faire l'avocat du diable. En même temps, s'il y a plus d'étrangers, en général, les étrangers sont plutôt des bons joueurs dans le championnat suisse, voire des très bons joueurs. Ça veut dire que le niveau du championnat sera meilleur, donc les Suisses vont progresser, non, Pierre ? C'est difficile d'avoir un avis tranché sur cette thématique-là, tant qu'on ne sait pas finalement exactement la teneur du fair play financier qui devrait arriver. Alors non pas au début de la saison 2022-2023, mais un peu plus tard, d'après ce que nous disait Raphaël Berger. Raphaël Berger d'ailleurs qui a expliqué en long et en large sur le site internet les tenants et aboutissants de cette augmentation d'étrangers. Comme quoi il y a quand même eu des petits problèmes de communication de la part de ce groupe de travail. Ça a filtré d'abord à 10 étrangers, en fait c'était que 7, mais est-ce que c'est descendu ? Enfin bref, on ne va pas se pencher sur la communication de ce groupe de travail. Mais alors on peut penser que ça peut améliorer le niveau des joueurs suisses, mais en même temps, des joueurs suisses, ils progressent aussi dans les situations spéciales. Si on pense qu'avec 4 étrangers, souvent, ils sont les 4 sur le power play. Donc ça laisse 6 places pour les Suisses. Avec 7 étrangers, en partant du principe qu'ils sont tous assez forts pour jouer sur un power play, ça nous laisse 3 places pour les Suisses. Donc c'est aussi dans des situations comme ça, ils auront certainement moins de temps de jeu dans ces clubs. Donc je ne suis pas persuadé que l'argument de la présence des joueurs étrangers pourrait pousser les Suisses à vraiment progresser. Si on s'intéresse à Gauthieron, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Gauthieron ? Après, il y a toujours, Pierre l'a dit, le fair play financier, quel sera un peu le salary cap, mais moi, on peut penser que les clubs les plus riches pourront se payer les meilleurs étrangers, a priori. Donc, est-ce que Gauthieron fait partie maintenant des clubs les plus riches de cette ligue ? Avec la nouvelle patinoire, on sait que son pouvoir financier est beaucoup plus grand. De là à pouvoir se payer 7 Arcobello au lieu de 7 Bredin. On entend souvent 7 Arcobello. 7 Arcobello. On peut dire 7 Kovar pour changer un peu. Alors 7 Kovar, mais on est d'accord qu'il faut quand même un certain équilibre et qu'on ne peut pas se payer les meilleurs talents. Mais c'est juste une image. Je pense qu'il y aura quand même un décalage entre les équipes qui peuvent se payer 7 bons étrangers et puis d'autres qui peuvent se payer des étrangers en guillemets de plus bas de gamme, mais qui sont peut-être tout aussi utiles. Il y a un point intéressant à souligner par rapport aux étrangers, c'est qu'avant, les clubs ne payaient pas de frais par rapport aux licences étrangères qui donnaient pour certains joueurs. Maintenant, il y aura des frais là-dessus. Puis ce sera visiblement quand même des sommes importantes qui pourraient alors faire hésiter certains clubs au moment d'engager 25 joueurs, parce qu'il n'y a plus de limite. Avant, c'était 8 maximum. Maintenant, s'ils veulent en engager 34, mais en faire jouer que 7, ils ont droit. Donc il y a ce point-là aussi à tenir compte. Ouais, je ne suis pas sûr que ça les freine beaucoup s'ils peuvent. Alors pas en engager 34 comme tu dis, mais s'ils peuvent en engager 7, ils vont quand même se payer les 7. Je ne vois pas trop de clubs qui vont. Alors peut-être aussi ça va fausser un peu le championnat, dans le sens où certains clubs qui vont devoir faire attention une saison ou l'autre vont partir avec 4, puis en cours de saison ils engagent les autres. C'est pas forcément non plus une très bonne nouvelle d'avoir un nombre élevé. Moi, je comprends pas trop pourquoi ils sont pas passés à 5 ou à 6 d'abord, directement à 7. Ça fait quand même un sacré écart, je trouve. Oui, il y a un argument avancé par Raphaël Berger. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que maintenant, si on compte tous les étrangers autorisés à jouer en National League, donc 12 x 4, plus un supplémentaire à Zurich qui peut en aligner 5, parce que Souter est parti en NHL, plus les licences suisses qui deviendront étrangères à partir de 22 ans pour les joueurs qui ont plus de 22 ans. Donc c'est les joueurs étrangers, pour qu'on comprenne bien, qui jouent sous licence suisse, qui ne sont pas comptés. Donc 77 étrangers jouent en National League actuellement, peuvent jouer chaque soir, si admettons que toutes les équipes jouent en même temps.
Et là, on passerait à 84. Donc, il y a 7 places de travail qui sont perdues pour les joueurs suisses. Finalement, c'est pas une grosse différence, effectivement. Vu sous ce, Oui, mais bon, ça, cet angle-là. c'est aussi un faux. Ça tient pas tellement la route parce que prenons l'exemple de Gauthieron. Il y a un joueur qui est concerné par cette nouvelle règle, c'est Bougro, Mhm, directement, donc qui est français et qui joue sous licence suisse. mhm. Si Gauthieron peut remplacer Bougro par Brodin ou Di Domenico, qui est actuellement en tribune Ouais. ou Desharnais, est-ce que quelqu'un autour de cette table pense que Gauthieron va préférer aligner Bougro que Brodin ou Desharnais? On en revient aux responsabilités sur la glace. Et là, c'est effectivement, ça sera jamais la même chose. Les C'est Suisses. ça, et après on peut, enfin voilà, elle a été conçue comme ça, cette règle. Je pense que c'était pour faire passer un peu la pilule ou dire que c'est pas une si grande augmentation puisqu'il y en a déjà plein qui sont étrangers et qui jouent dans notre championnat. Mais je trouve que pour tous les joueurs qui sont maintenant considérés comme Suisses, leur dire du jour au lendemain, maintenant vous êtes étrangers et puis vous allez perdre votre statut. J'ai pas tous les joueurs concernés en tête, mais peut-être à part Kenins, que tu dis, ah, c'est quand même un renfort par exemple, et puis on va le garder, ou bien un gardien. À la Talo. Pounenovs, Salatalo, enfin voilà, t'en as quelques-uns, tu te dis, bon, ben, lui, on veut bien qu'il soit étranger parce qu'il a un vrai rôle dans notre équipe. Il y en a quand même beaucoup qui sont des n'ont plus couteaux, aucune solution et qui n'ont pas une grande influence. On aurait pu dire tous ceux qui sont Suisses aujourd'hui, en 2021, enfin qui jouent comme Suisses, restent comme Suisses, et puis on passe à 5 ou 6 étrangers, et puis comme ça fait un petit décalage. Pour revenir à Gauthieron, peut-être quels sont les joueurs qui risquent d'être impactés par cette nouvelle? Ça veut dire des gens qui arrivent au bout de contrat ou qui vont devoir un peu renouveler ou prolonger leur contrat, et puis on va leur dire bah non, cette année ça sera plutôt un étranger que toi. J'ai du mal aussi à me projeter là-dessus, mais je pense que c'est plutôt les joueurs de 3e et 4e ligne qui ont du souci à se faire, j'ai l'impression. Donc voilà, on parle de joueurs qui sont des joueurs de rôle, qui sont là pour aussi faire souffler les meilleurs. Et puis s'il y a plus d'étrangers, je pense que leur rôle sera aussi un peu moins impactant, quoi. On peut imaginer ça. Peut-être le meilleur exemple à Fribourg-Gotteron, c'est un Yannick Eren. Il a signé l'année passée à Fribourg pour un bon salaire. On parle de quelque chose comme 500 000 francs par saison. Dans une situation où il y a 7 joueurs étrangers, je pense que Yannick Eren, peut-être qu'il s'en sort à 250 000, 300 000, il n'a jamais 500 000, parce que là, le club peut dire, je peux trouver un Yannick Eren slovaque qui va me coûter 2 fois moins cher. Donc c'est un peu ces joueurs qui ne sont pas des top stars, mais qui sont... c'est des bons joueurs, mais c'est quand même des seconds couteaux. Alors, c'est un peu dénigrant de dire second couteau, mais c'est des viennent ensuite. Presque plus que des joueurs de 3-4e ligne qui auront toujours un rôle. Mais après, peut-être un Sandro Schmidt, pour l'instant, c'est plus un joueur de 3e ligne. Là, il joue en 1e ou 2e ligne assez régulièrement. Avec cet étranger, il aurait très très peu de possibilités, donc ça va freiner son développement. Je vous propose un petit jeu, on aime bien les petits jeux. J'ai regardé les joueurs qui arrivaient en fin de contrat la saison prochaine, donc qui vont devoir rediscuter avec les clubs de National League. Au moment où les étrangers vont arriver, ou en tout cas il y aura la possibilité, vous me dites si vous voulez garder à Gauthieron. Alors il y a des questions d'âge, de niveau, on ne sait pas comment ils vont jouer la saison prochaine, on ne connaît pas les salaires dans le détail, mais voilà, est-ce que vous le gardez ou est-ce que pour compléter votre effectif, pour lui donner un rôle, ou est-ce que vous le remplacez par un étranger? Camerzin. Camerzin, je le garde. C'est difficile. On peut prendre l'accent québécois déjà. si ça t'aide à réfléchir. Non, mais Camerzin en 3e ou 4e paire de défense, même 4e paire de défense. Il aura quel âge en 2020? Bon, on va pas faire les détails, mais c'était comme ça. Bon, alors, le suivant, c'est Souter. Je le garde. Je le garde aussi. Yecker. Je le garde. Je le garde. Donc vous prenez aucun renfort étranger en défense. Parce qu'il y a déjà Diaz et Gunderson ou Gunderson qui sera remplacé. Non, mais Gunderson, qui sera remplacé par un étranger, mais il n'y aurait qu'un étranger. Moi, je prends 2 défenseurs étrangers, mais là, on aurait encore de la place. Non, oui, il y aurait de la place. Je garde pas Camerzin et je prends un autre. Désolé, Jérémy. Il y a Ebicher. Tu le gardes, Ebicher? Oui. Oui, un jeune. Les jeunes, ils sont plus protégés que les autres. Je pense, oui. Ouais. Et puis en attaque, j'ai noté Maro Jörg. Non, je le remplace par un Slovène. Un Slovène. Un Letton, ouais, peut-être. Moi, je le remplace par Brodin. C'est un peu les Brodin, mêmes capacités. Il sera déjà parti en KHL depuis longtemps, je crois. Et puis Walzer. Walzer, je le garde, mais
je lui demande de diviser son salaire par 2. Ouais, alors là, Walser, ça va aussi être un des grands perdants de ça. On aurait pu citer son exemple avant. Walser, je le garde aussi, mais alors il va devoir changer d'appartement, aller dans 2 pièces et demie, je crois. Bon, en tout cas, on s'amusera bien l'année prochaine. Je pense qu'il y aura de quoi discuter. Il y a énormément de thèmes à avec cette aborder réforme. aussi au point de vue légal. Enfin, on pourrait faire une émission complète là-dessus, je pense. Ça sera peut-être l'occasion ce printemps, ou quand il y aura le championnat qui sera de nouveau arrêté pendant un moment, ou qu'il n'y aura pas de match de Gauthieron, on fera un thème un peu plus détaillé. Ouais. On sait jamais ce qui Pas de arrive. match de Gauthieron d'ailleurs. Transition. Oui, d'ailleurs, pendant qu'on enregistre, Christian Dubé nous envoie un petit message pour nous dire que le match de ce vendredi à Lausanne est fortement compromis. On va dire ça comme ça. Et Patricia nous dit qu'il n'y a carrément pas de match demain. Donc, Ouais, elle a eu la nouvelle juste après. Donc Christian le Covid est de Dubé. retour à Lausanne, c'est ça? Alors, j'imagine que c'est ça, ouais, Oui. puisqu'ils étaient testés ce matin, les joueurs. il y avait un cas positif. Et, ils ont été testés. Ouais. Donc quoi, 3 ou 4e quarantaine pour Lausanne? En tout Ouais, cas, la je 3e, pense la peut-être même la 3e, 4e. Ouais. Ouais, je pense qu'avec Berne et Genève, c'est quand même les équipes les plus impactées par le Covid. Bon, alors, on arrive à notre jeu des pronostics. Il est un peu compromis ton jeu aussi. Oui, il est compromis, mais surtout qu'il y avait encore un match dimanche contre Berne qui a été déplacé à mardi prochain. Donc, on va se concentrer uniquement sur ce match-là. Sinon, on pronostique un autre match de National League. On pourrait, on va se concentrer sur Gauthieron. On a déjà de la peine à des fois trouver le bon résultat. Donc, Gauthieron-Berne, mardi prochain. Gauthieron-Berne, petite victoire de Gauthieron, 5-4. 5-4. Moins de buts que lors du dernier Gauthieron-Berne. Ouais, mais quand même beaucoup de buts. Pour toi, Pierre? Victoire de Berne 3-2. Et pour moi, victoire de Gauthieron, 3-1. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Ça finit très abruptement. Oui, avec mais on pensait pronostiquer 2 matchs, et puis finalement, il n'y en a qu'un seul, puis il arrivera que mardi, donc on va un peu s'ennuyer ce week-end. T'as pas un autre jeu pour Je vous ai déjà fait un jeu sur les joueurs qui seront fribourgeois ou pas la saison prochaine, ou qui seront remplacés par un Slovène ou un Letton, pour pronostiquer la nationalité des futurs renforts de Gauthieron. Suite à un prochain épisode. Merci à vous deux, bon après-midi, bonne suite, bon week-end. Ciao, Merci. ciao. Merci Bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.